Et on va aller plus loin avec notre invité dans l'entretien ce soir, Georges Haddad. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On voit que Parcoursup pose encore de sérieux problèmes cette année. La ministre Frédérique Vidal parle d'un bug. Comment vous qualifiez-vous ce qui se passe? C'est un problème technique, ça arrive, circuler, il n'y a rien à voir? Écoutez, la procédure est d'abord très nouvelle. Il faut bien comprendre qu'elle nous est tombée dessus. Et je dis bien, elle nous est tombée dessus brutalement l'année dernière. Et je tiens à rendre hommage à tous mes collègues, à toutes les universités qui se sont prêtées à l'exercice dans une situation très périlleuse. Et ça a plus ou moins bien marché la première fois. Les étudiants ont attendu jusqu'à la fin août, voire le début septembre, pour avoir des réponses. C'est inacceptable. Mais il est clair que la technologie est au service des humains et que les humains peuvent commettre des erreurs. Et là, je pense qu'il y a eu une erreur technique dans la gestion cette année. Alors, j'attendais pour une deuxième année un fonctionnement meilleur. Ce n'est pas le cas dans de nombreuses situations. Chez nous, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tout va bien jusqu'à présent. Je touche du bois, j'en vois pas. Il n'y en a pas, mais... Il n'y en a pas. Nous avons 120 000 demandes pour 7 000 places. Vous imaginez ce que ça représente comme travail pour les personnels, pour les enseignants, pour les jurys qui doivent étudier cas par cas tous les dossiers. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de géométrie, de mentalité. Donc, je crois que si les erreurs sont commises, il y a toujours des erreurs. Et avec la technologie la plus performante, on peut commettre des erreurs. On parle d'erreurs humaines. Mais je ne sais pas de quel type d'erreur on peut parler. Alors justement, une erreur humaine ou est-ce qu'il n'y a pas un problème inhérent au dispositif? Je vous pose la question parce qu'il y a quelques jours, François Germinet, qui est président de l'université de Cergy-Pontoise, a déclaré ceci chez nos confrères de France Info, je vous le cite. « Les universités sont un peu plus habituées que l'année dernière à appeler plus d'élèves qu'ils n'ont de place actuellement, ce qu'on appelle le surbooking. Ce qui fait que si on a ouvert 300 places, on peut en appeler 350 sans prendre de risque. » Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui peut être lié à cette question du surbooking? Et je pense que beaucoup de téléspectateurs découvrent qu'il y a ce dispositif du surbooking. Bien sûr, nous sommes obligés de l'appliquer parce qu'il faut être prévoyant. Et par exemple, je peux vous donner un exemple. Dans certaines disciplines où nous avons 600 places, nous savons que nous pouvons aller jusqu'à 3 000, 4 000. Donc nous faisons du surbooking pour répondre le plus rapidement possible à ces jeunes qui sont angoissés, qui sont dans l'attente. Mais ce n'est pas le surbooking qui est responsable. À mon avis, il doit y avoir une erreur humaine. Bien sûr, elle ne peut pas être naturelle. Ce n'est pas une erreur naturelle, c'est une erreur humaine et technologique. Moi, j'attends les réponses. Je suis un mathématicien. J'ai besoin de certitude pour m'exprimer. Il y a dû y avoir un bug, mais ce n'est pas étonnant. C'est tellement difficile à gérer. Donc vous demandez une enquête? Vous attendez des réponses? Moi, je demande une enquête, interne, mais bien sûr, une enquête interne, ce n'est pas pour condamner, mais pour ne pas reproduire cela l'année prochaine. Nous allons vers une amélioration année après année. Et je le répète, je rends hommage à toutes les universités qui se sont prêtées à l'exercice dans des conditions très risquées et très périlleuses. D'après les Échos, on l'a vu dans le sujet, ce sont 67 000 élèves qui ont eu cette fausse joie d'être pris dans la formation voulue, puis finalement relégués en liste d'attente. Et la ministre Frédérique Vidal dit faux, c'est impossible de chiffrer. Je vous ai vu réagir. Globalement, comment vous trouvez la gestion du dossier par la ministre Frédérique Vidal? Là, vous me demandez de prendre des risques en disant les choses. 67 000, c'est trop déjà pour moi. Et si le chiffre est vraiment de 67 000, c'est 67 000 enfants, jeunes, plus leurs familles, dans la désespérance. Vous imaginez les week-ends qu'ils ont passés à s'apercevoir qu'ils étaient inscrits et puis après désinscrits, etc. Vous trouvez qu'on les malmène, ces élèves? Non, il n'y a pas volonté de les malmener, ce n'est pas intentionnel. Mais je crois qu'il faut être prudent. Il faut être prudent et ne pas dire des choses à l'emporte-pièce. 67 000, c'est 10% à peu près des candidats. Il y a 700 000 à peu près candidats, donc un dixième, c'est beaucoup. Donc si la technologie amène à ce genre de situation, c'est qu'il y a des choses à revoir dans le fonctionnement. Vous avez vécu le système de l'APB qui a précédé Parcoursup. Vous diriez dans la balance lequel est le pire? Je n'aimais pas APB, pour être clair, parce qu'il y avait le tirage au sort. Vous savez, ce tirage au sort, c'était une loterie. Là, ça responsabilise les universités. Et les universités qui veulent s'investir dans des critères sociaux, c'est le cas de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'accompagnement des jeunes, une non-sélection, mais justement accueillir les jeunes en fonction de leurs désirs, de leur dossier. Bien sûr, on ne peut pas prendre en mathématiques des jeunes qui ont 4 sur 20 de moyenne pendant l'année de première et de terminale. Donc ça responsabilise l'université, Parcoursup. Alors qu'APB, ça dédouanait l'université de toute responsabilité.
On accueillait les étudiants qu'APB nous attribuait, avec des taux d'échec, mais considérables en première année. Là, nous sommes montés à 20% de plus de réussite avec Parcoursup. Et moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je crois qu'on va améliorer les choses. Mais bon, il faut accepter les erreurs humaines et technologiques, bien entendu, mais c'est dramatique quand même. Hein. Les présidents d'universités plus responsables, cette année, les 3 académies Paris, Créteil, Versailles ne forment plus qu'un secteur. Oui, donc un du secteur. coup, vous communiquez entre chefs d'établissement, entre très peu présidents pour l'instant. très peu. Non, très peu pour l'instant, je dois le dire clairement. Je n'ai aucun contact avec d'autres présidents d'université. Ils m'appellent s'ils le souhaitent. Mais là, actuellement, c'est chaque université pour elle-même, parce qu'elle fait ses classements. Je ne vais pas appeler une autre université en lui disant où tu as mis. D'abord, c'est anonyme. Hein, le choix des étudiants est anonyme. Nous n'avons pas les noms. Nous n'avons que des numéros. Donc ça dépend un peu j'allais dire, de l'avis personnel du président d'université. Vous dites que vous avez des critères sociaux et vous les utilisez. Oui. D'autres présidents d'université ne le font pas ? Peut-être, je ne le sais pas. Moi, j'ai demandé à mes jurys, et ils sont dans cette ligne-là, de tenir compte du parcours du jeune, de la première jusqu'à le deuxième trimestre de terminale, de mettre l'accent sur le français, sur les langues étrangères, les mathématiques s'ils veulent faire de l'économie, des maths ou de l'informatique ou autre chose, l'histoire, la géographie, et puis cette dimension culturelle très importante qui va être remise en cause avec le bac Blanquer. La réforme du bac. Ah oui, bien sûr, parce que les jeunes vont choisir des majeurs et des mineurs qui vont déjà les destiner à des filières. Donc là aussi, il va falloir prendre la mesure de ces changements radicaux du baccalauréat pour l'orientation vers le supérieur. Une dernière question peut-être autour du flou, autour de ces algorithmes. On vient d'avoir la réaction du rapporteur public du Conseil d'État qui, lui, se dit opposé à la publication des algorithmes. Donc c'est le dispositif qui permet de donner à l'élève un classement et donc un établissement, une université. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le grand flou, c'est trop opaque, il faut les publier, ces systèmes d'algorithmes ? Moi, je suis pour la transparence. Vous savez, je cherche la vérité en permanence, comme la plupart de mes collègues. Je rends hommage à Madame Leflanchec, qui a été la chef d'orchestre de Parcoursup chez nous. Il a fallu un investissement humain hors du commun. Je le dis clairement, les personnels administratifs, techniques, les personnels enseignants se sont dévoués, corps et âme, jours et nuits. Et ça a été encore le cas aujourd'hui. Alors, je ne vois pas pourquoi les algorithmes ne seraient pas publiables. Moi, je trouve que quand on a un objet technique et technologique entre les mains, qui sert le bien public, il doit être diffusé et diffusable. Et le message est très clair. Merci infiniment, Georges Haddad, d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. Je rappelle que vous êtes président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.